Un jeune homme avance d'un pas décidé. Ses baskets frappant le trottoir avec détermination, il se met à courir, se précipitant sur le trottoir de la ville avec une destination précise en tête. Voici Juangong, dont le nom signifie protagoniste, un destin que ses parents lui souhaitaient. Alors qu'il entre dans une boutique, ses amis l'accueillent chaleureusement en annonçant son arrivée. Il explique qu'on s'est souvent moqué de son nom, mais il ne s'en est jamais soucié parce qu'il veut vraiment être un héros. Ngong demande si le jeu est en stock et son ami confirme qu'il lui en a mis une copie de côté. C'est le remake d'un jeu célèbre appelé Night Saga, maintenant ressorti sous le nom de Night Saga. Le jeu raconte l'histoire du grand conflit qui se déroule entre les races humaines et démoniaques. Les joueurs peuvent choisir d'incarner le héros humain, un voleur, un guerrier en armure étincelante, ou ils peuvent se ranger du côté des démons dans leur royaume sombre et ardent, entouré d'alliés puissants. L'autre option est de jouer Zephyr Ragnaro, le deuxième fils du roi démon. Ngon a terminé le jeu original plus de 10 fois, connaissant chaque personnage, objet et événement. Cette nouvelle version est encore plus excitante car c'est la première à sortir pour la réalité virtuelle. De retour à la maison, il se dirige directement vers sa chaise de jeu VR avancée. Il tient soigneusement la petite cartouche de jeu, prêt à l'insérer dans la machine. Le jeune homme place ensuite l'élégant casque VR sur sa tête, s'installant dans son siège. Les bras croisés, il s'assoit avec assurance, pleinement préparé à plonger dans le monde du jeu. Il prévoit de profiter d'une session légère pour aujourd'hui, ce qui pour lui signifie environ 8 heures de jeu. Alors que le système démarre, des flots vibrants de lumière numérique l'enveloppent complètement. Il se retrouve dans une étrange pièce ensoleillée, se demandant s'il s'est correctement connecté car ce n'est pas la zone de départ habituelle. Il s'arrête de parler, remarquant son propre reflet et les étranges oreilles pointues sur sa tête. En regardant son nouveau corps, il voit un garçon aux cheveux blancs et aux yeux rouges et se demande qui est ce personnage. Une voix rauque l'appelle soudainement depuis la porte, demandant sarcastiquement si le paresseux dort encore. Un guerrier ORC ouvre alors un rideau en exigeant qu'ils partent rapidement car ils ont un emploi du temps matinal. Le jeune homme est impressionné par les graphismes réalistes, mais son commentaire ne fait que laisser l'ORC confus. Il se rend compte qu'il peut interagir et parler au personnage, une fonctionnalité qui n'a jamais été annoncée. Il demande nerveusement le nom de l'ORC, mais le guerrier semble mal à l'aise avec la question. L'ORC lui demande s'il l'a oublié, Karak, puis lui dit de se dépêcher car tout le monde attend le prince Chutra. 29. Ngon se fige en réalisant que ce doit être Chutra Ini, le 9e fils du roi démon, même s'il n'a jamais choisi de personnage. Se souvenant des commandes du jeu, il lève la main dans l'intention d'ouvrir sa fenêtre de statut. Un écran holographique apparaît immédiatement, confirmant que la commande a fonctionné comme prévu. La fenêtre montre que son nom est Chutra Ini et que toutes ses statistiques sont misérables, 5 points inférieures à celles d'un PNJ normal. Après avoir vu ses mauvaises statistiques, il décide de vérifier quelles compétences il possède. L'écran affiche 2 compétences, la conquête et quelque chose appelé bonus de protagoniste. Il fixe le nom avec incrédulité, se demandant si c'est le bonus de protagoniste qu'il connaît. Karak repasse la tête autour du rideau, lui criant de se dépêcher, et Chutra accepte rapidement. Il sort de derrière le rideau en suivant l'ORC guerrier impatient à l'extérieur. Mais alors qu'il sort à la lumière du jour, il s'arrête, choqué par le spectacle qui s'offre à lui. Une armée de soldats orques est rassemblée en formation, prête pour une grande bataille. Il demande à Karuk pourquoi ils sont sur un champ de bataille, mais l'ORC lui dit d'arrêter et de ne pas perdre de temps car ils doivent s'occuper des gars de la foudre rouge. Karuk se réjouit que ce soit son premier déploiement, mais Chutra panique en demandant ce qui est arrivé au tutoriel. Il se rend compte qu'ils vont affronter la tribu ORC rebelle de la foudre rouge qui a déjà levé son armée. Sa mission aux côtés du 7e prince et de la 8e princesse est de réprimer cette rébellion. Il se demande pourquoi ils n'ont amené que 10 hommes pour sa première bataille, mais Kara précise qu'il ne s'agit que d'une mission de reconnaissance. L'ORC lui demande ensuite s'il a mangé quelque chose d'étrange, soulignant son comportement bizarre, mais le prince se contente de le regarder. Ignorant le commentaire, le jeune prince lève la main pour invoquer une autre interface de jeu. Une mini-carte holographique apparaît devant lui, qu'il prévoit de garder active pour l'aider à se repérer. Il remarque immédiatement un chemin caché marqué sur la carte et se demande s'il s'agit d'un événement secret. Pendant ce temps, Karak étudie une carte physique et conclut que leur itinéraire actuel prendra beaucoup trop de temps. Chutra dit avec assurance à son compagnon de le suivre, affirmant qu'il connaît un raccourci beaucoup plus rapide. Bien que sceptique, l'escouade ORC suit son jeune prince à travers les bois denses et inconnus. Le soi-disant raccourci s'avère être une ascension périlleuse sur une falaise escarpée et dangereuse. L'effort physique intense laisse Chutra en sueur et luttant pour reprendre son souffle. Après l'ascension difficile, le groupe arrive à une massive porte de pierre ancienne encastrée dans le flanc de la montagne. La porte est ornée de lourdes poignées annulaires décorées, ce qui indique qu'elle a été scellée pendant longtemps. Karak est émerveillé, demandant comment il a trouvé cet endroit et s'il est secrètement un mage, mais Chutra rejette l'idée. Voyant à quel point le prince est épuisé, Karak lui demande s'il va bien et Chutra déplore son faible niveau d'endurance de 1. Il leur dit d'attendre alors qu'il s'avance sur un seau lumineux sur le sol juste devant la porte. Au moment où il marche sur le seau,
des flammes dorées jaillissent du sol en tourbillonnant autour de lui. La soudaine poussée de puissance le prend complètement au dépourvu, le laissant stupéfait et confus. Alors que l'énergie l'enveloppe, une notification apparaît annonçant qu'il a réussi à passer au niveau supérieur. Il fixe son interface avec incrédulité, se demandant comment il a pu monter de niveau simplement en marchant. Son écran de statut confirme que toutes ses statistiques ont augmenté de 2 points, et il a gagné 2 points de compétence, lui faisant réaliser à quel point son bonus est puissant. Un petit sourire se forme sur son visage alors qu'il comprend le véritable potentiel de son avantage unique. Karak le sort de ses pensées, l'incitant à se dépêcher et le prince accepte de le suivre. Il se sent confiant quant à ce qu'il attend, sachant qu'il n'est pas seul et qu'il a des alliés de confiance à ses côtés. Plus important encore, il se rend compte que son bonus de protagoniste signifie que même une catastrophe peut se transformer en une grande opportunité. Le groupe avance dans la grotte sombre dont les parois glacées et irrégulières laissent entrevoir les dangers qui l'attendent. Karo commente que le tunnel semble avoir été creusé par des nains qui, selon lui, vivaient dans le royaume démoniaque il y a longtemps. Alors qu'il s'aventure plus profondément, le guerrier ORC s'arrête soudainement, les yeux grands ouverts de surprise devant la découverte. Toute l'escouade explose de joie en trouvant un trésor caché d'armes naines abandonnées. Alors que les orques célèbrent la découverte, Shutra reste calme, observant le trésor avec une expression pensive. Il tente de ramasser une épée d'apparence puissante, mais il est bloqué par des messages système l'informant que son niveau et ses attributs sont trop bas. Non découragé par les restrictions, il décide que la meilleure option est de sauvegarder les objets pour plus tard. Il pointe simplement une arme et pense à la commande de la Ranger dans son inventaire. Comme il s'y attendait, l'objet disparaît et apparaît dans son emplacement d'inventaire, confirmant que le système fonctionne de manière intuitive. Cependant, en vérifiant à nouveau sa mini-carte, il remarque que plusieurs points ennemis rouges apparaissent soudainement. Réalisant que les points représentent des ennemis qui approchent, il crie rapidement à tout le monde de se retirer immédiatement. Avant que les orques ne puissent réagir, un étrange cristal rougeoyant se matérialise entre deux d'entre eux et commence à se fissurer. Le cristal explose ensuite violemment, libérant une puissante onde de choc d'énergie rose qui envoie les soldats voler. De la fumée et des débris, un guerrier à la peau rouge s'avance, sa tribu émergeant des ombres. Il est Kaishan, le commandant de la tribu de l'éclair rouge, et il les nargue pour être tombé dans son piège. Sans un mot de plus, le chef ennemi ordonne à ses soldats de charger et d'éliminer tout le monde. Les deux tribus orques s'affrontent violemment dans l'étroite grotte, le bruit de la bataille résonnant sur les murs. Kerak se bat férocement sur les lignes de front, défendant ses hommes contre les forces ennemies écrasantes. Shutra reste figé au milieu de la bataille, serrant une épée alors qu'un de ses soldats tombe à proximité. Il sait qu'il doit faire quelque chose et envisage d'essayer de porter un dernier coup à un ennemi pour gagner de l'EXP facilement. Voyant un ORC rouge distrait pendant qu'il combat un de ses alliés, le jeune prince voit sa chance. Il se précipite et balance l'épée bon marché de toutes ses forces, visant un coup décisif, mais l'arme se brise inoffensivement contre la peau dure de l'ennemi, laissant le prince stupéfait. Le guerrier rouge se retourne lentement, ses yeux brillants de fureur alors qu'il se concentre sur son petit attaquant. Il pousse un rugissement terrifiant et se jette sur lui, ce qui provoque un cri de panique absolue chez Shutra. L'ennemi frappe le sol avec une force incroyable, fissurant la pierre alors qu'il charge. Un seul coup de poing puissant atteint le prince, l'envoyant voler en arrière dans les airs. Sa santé chute à un point critique et il regarde la notification avec une terreur absolue. L'ORC enragé se dresse au-dessus de lui, prêt à porter le coup final et à mettre fin au combat. Il ferme les yeux et pousse un dernier cri, se préparant à l'inévitable fin. Mais juste à ce moment-là, Karik bondit devant le prince, absorbant lui-même le coup fatal pour le protéger. Le loyal guerrier se tourne et crie à son Altesse de s'échapper immédiatement pendant qu'il le peut encore. Shutra regarde ses propres mains tremblantes en essayant de se convaincre que ce n'est qu'un jeu. Il décide qu'il en a assez pour aujourd'hui et essaie d'ouvrir le menu en se plaignant de la façon dont le jeu est hyper réaliste. Le prince regarde avec une expression confuse et rouge en essayant de comprendre la sombre situation autour de lui. Il vérifie à nouveau ses compétences, mais la fenêtre n'en montre plus aucune de disponible, effaçant les buffs qu'il a vus plus tôt. Ses yeux s'écarquillent sous le choc et l'incrédulité, une goutte de sueur coulant sur sa tempe alors que la vérité s'infiltre. Il fait défiler les options du menu en panique, réalisant avec horreur qu'il n'y a pas de bouton de déconnexion. Alors que ses alliés continuent de se battre et de tomber autour de lui, il s'assoit par terre, se demandant s'il est vraiment piégé dans le jeu. Son attention est ramenée à la bataille alors que le commandant ennemi commence à chanter et à rassembler de l'énergie magique. Kai-chan canalise un puissant sort dans son bâton, un sourire sinistre sur son visage alors qu'une énergie rose crépite autour de lui. Il saute ensuite dans les airs et déchaîne toute la force de sa magie directement sur le prince sans défense. Shutra lève les yeux avec terreur, pensant désespérément qu'il ne peut pas se permettre de mourir dans cet endroit. L'explosion d'énergie destructrice le frappe de plein fouet, l'impact le consumant dans un éclair de lumière rose. Il halète pour sa dernière respiration, son corps s'affaissant alors que sa conscience commence à s'estomper. Le commandant ennemi se dresse triomphalement au loin, ayant réussi à éliminer sa cible.
Une fenêtre système apparaît dans l'obscurité confirmant que la santé du prince est tombée à zéro. Au lieu de se déconnecter, il se retrouve seul dans un vaste vide bleu vide. Il regarde autour de lui dans cet étrange espace complètement déconcerté en se rappelant avoir été attaqué par l'ORC. Une pensée terrible lui traverse l'esprit et il se demande avec une terreur pure s'il est réellement mort. Soudain, une brillante lumière dorée brille au loin, détournant son attention de ses sombres pensées. Une voix mystérieuse résonne à travers le vide lui disant qu'il est la destinée de cet endroit. Une belle figure ressemblant à une déesse émerge de la lumière, l'exhortant à conquérir, à subjuguer et à régner. Le prince est complètement stupéfait par la puissante déclaration de la mystérieuse femme. Il se détourne de la lumière aveuglante alors que sa conscience est ramenée du vide étrange. De retour dans la caverne, la féroce bataille entre les deux tribus orques rivales fait rage sans lui. Les nombres supérieurs de la tribu de l'éclair rouge submergent rapidement les forces en infériorité numérique de Karik. Leur commandant, Kai-Chan, regarde avec arrogance alors que ses guerriers dominent facilement le combat. Il se moque des intrus pour leur folie, les traitant soit d'ignorants, soit de simplement stupides. Alors qu'il donne l'ordre de les achever, une brillante lumière dorée jaillit soudainement dans la grotte. Le commandant regarde avec choc le prince ressuscité, se demandant comment il aurait pu revenir. Shudra se tient maintenant avec assurance au milieu du chaos, son corps enveloppé d'une puissante aura dorée. Une notification système apparaît devant lui annonçant qu'il a acquis une nouvelle compétence, la psychokinésie. Il regarde le message complètement déconcerté quant au moment ou à la façon dont il aurait pu l'apprendre. Une étincelle de réalisation brille dans ses yeux alors qu'il comprend que quelque chose de fondamental a changé. Son écran de statut affiche maintenant une sous-classe qu'il n'a jamais vue auparavant appelée Chevalier de la Conquête. Le commandant ennemi rugit de fureur absolue en ordonnant à ses soldats de tuer le prince en premier. Kara ne peut que regarder avec incrédulité, ses yeux grands ouverts sous le choc en voyant son chef vivant et en bonne santé. La vue de leur prince ressuscité inspire les orques verts qui se rallient à ses côtés avec un espoir renouvelé. Ils forment un mur défensif autour de Shutra, prêt à le protéger de la horde ennemie qui charge. Le jeune prince serre son épée brisée, son attention toujours rivée sur sa fenêtre de statut. Il lit le nom Chevalier de la Conquête, une classe qui, il le sait, n'a jamais existé dans le jeu original. Ses yeux brillent avec une concentration intense alors qu'il s'interroge sur la raison de tous ces changements inattendus. Il lève son poing cassé, canalisant son énergie nouvelle alors qu'un sort lui vient instinctivement à l'esprit. Ses yeux brillent d'une puissance intense alors qu'il sent les mots résonner en lui comme s'il les connaissait depuis longtemps. Il libère le sort en déclarant que le pouvoir de la conquête est le vrai pouvoir d'un roi. Une vague massive d'énergie dorée jaillit de lui, enveloppant ses alliés et leur donnant du pouvoir. Le système confirme l'activation de sa capacité sous la bannière du roi, donnant du pouvoir à tous les alliés de la zone. Karak et les autres orques verts rugissent avec une force nouvelle, sentant la puissance parcourir leurs veines. Remplis d'une vigueur incroyable, les soldats revigorés avancent pour éliminer leurs ennemis. Les orques dotés de pouvoir traversent les rangs de la tribu de l'éclair rouge avec une force irrésistible et écrasante. Le champ de bataille se transforme rapidement alors que les alliés de Shutra submergent facilement leurs ennemis autrefois dominants. Les orques rouges sont complètement stupéfaits par la soudaine et inexplicable poussée de force de leurs ennemis. Kai-Chan ne peut que regarder avec incrédulité le ridicule tournant des événements qui se déroulent devant lui. Il regarde son armée se faire décimer. Ses yeux tombent finalement sur la source du chaos. Le commandant se rend compte que le jeune prince est responsable du renversement du cours de la bataille. Dans un effort désespéré, Kai-Chan invoque d'énormes cristaux magiques pour attaquer Shutra directement, mais Karek intervient, brisant le sol avec un coup de poing puissant et créant un écran de fumée. Le loyal guerrier se jette ensuite en avant propulsé par la capacité de psychokinésie du prince. Shutra pointe son épée brisée dirigeant son allié de confiance comme un missile à tête chercheuse vers le chef ennemi. Kai-Chan regarde avec terreur le puissant guerrier ORC voler directement vers lui à une vitesse incroyable. Le chef ennemi essaie de protester mais il est trop tard pour réagir ou se défendre contre l'attaque. L'attaque de Karek atterrit avec une force dévastatrice, vainquant le commandant de la tribu de l'éclair rouge. Leur chef disparu, les orques rouges restent en panique et fuient, et Shutra ordonne à ses hommes de les traquer. Une notification apparaît, expliquant que le mérite d'un général revient toujours à son roi. Il est alors bombardé de plusieurs messages de niveau supérieur, une récompense pour la victoire de son général. Le prince regarde, confus, se demandant pourquoi son niveau a soudainement augmenté de façon si spectaculaire. Karik est également déconcerté, regardant ses mains et s'interrogeant sur la source de son nouveau pouvoir. Le jeune prince se tourne vers son loyal général, un nouveau sourire confiant sur son visage. Un flashback révèle une conversation où les actions du prince ont amené l'ORC à remettre en question son identité. Plus tard dans la nuit, de retour à leur camp, les orques victorieux célèbrent leur victoire inattendue. Shutra, cependant, est assis seul dans sa tente, cherchant frénétiquement un moyen de se déconnecter du jeu. Il essaie de se calmer en considérant les deux possibilités les plus probables pour sa situation. La première est qu'il est piégé dans la réalité virtuelle en raison d'un bug critique qui pourrait être corrigé plus tard. La deuxième possibilité, bien que cela paraisse fou, lui semble de plus en plus plausible.
Il pourrait avoir été transporté dans un monde qui est soit le jeu lui-même, soit un monde très similaire. Les arrière-plans réalistes, les PNJ avec lesquels il peut réellement converser, tout pointe vers cette conclusion. Il vérifie même s'il y a des signes de pixelisation, n'en trouvant aucun, ce qui ne fait que renforcer sa théorie. La pensée terrifiante lui traverse l'esprit que s'il s'agit d'un monde réel, il pourrait devoir mourir pour s'en échapper. Il rejette rapidement cette idée, décidant qu'il est bien trop risqué d'envisager même d'essayer. La voix de Carrick de l'extérieur le sort de sa panique, lui demandant si le prince a un moment à lui accorder. Le loyal général entre dans la tente, son visage grave alors qu'il se prépare à discuter de quelque chose d'important. Il informe le prince d'un duel soudain, un sujet qui semble sortir de nulle part. Carrick explique qu'il a besoin de connaître les compétences de son chef à l'épée, mais Shutra remet en question la nécessité. Le général lui lance une épée d'entraînement en bois, que le prince attrape avec un regard surpris. Carrick lui assure de ne pas s'inquiéter, promettant d'y aller aussi doucement que possible lors de leur combat. Shutra se moque de la confiance de l'ORC, lui rappelant d'un ton impertinent qu'il parle à son prince. Avec un sourire déterminé, il déclare que s'ils vont se battre, ils devraient le faire correctement. Le guerrier York prépare sa propre épée en bois se préparant à se défendre contre la charge de son prince. Shutra balance son épée sur le côté de Carrick, mais son attaque est maladroite et facilement esquivée. Un flashback humoristique montre l'ancien moi du prince tentant faiblement d'apprendre l'art de l'escrime. Un autre souvenir le révèle essayant de casser un rocher avec un bâton, mais le bâton se brise. De retour dans le présent, Carrick part sans effort l'attaque du prince, le faisant trébucher en arrière. Le prince tombe au sol se plaignant que l'ORC l'ait frappé trop fort et trop soudainement. Une notification système apparaît alors annonçant qu'il a acquis avec succès les bases de l'escrime. Il fixe le message avec une incrédulité totale, déconcerté par ce développement soudain et inattendu. Il se demande comment et quand il aurait pu apprendre cette compétence sans aucune formation préalable. Il se souvient alors du moment où il a appris la psychokinésie, réalisant qu'il acquérait des compétences en subissant des attaques. Carrick, voyant le prince au sol, suggère qu'il mette fin au duel, mais Shutra s'y oppose rapidement. Le prince tape du pied sur le sol, un sourire confiant et déterminé sur son visage. Il déclare qu'il ne fait que commencer, prêt à mettre sa nouvelle compétence à l'épreuve. Avec un sens du but renouvelé, il se lance en avant, ses mouvements étant maintenant beaucoup plus fluides et précis. Il rencontre le bloc de Carrick avec une frappe puissante, un éclair de lumière jaillissant lorsque leurs épées s'entrechoquent. Carrick est surpris par les mouvements améliorés du prince, se demandant pourquoi il avait tant de mal au début. Le jeune prince maintient son assaut, se sentant confiant dans ses nouvelles capacités et son contrôle. Il continue d'échanger des coups avec le guerrier ORC beaucoup plus grand et plus expérimenté. Shutra atterrit gracieusement après un échange, sa posture étant maintenant solide et ses mouvements vifs. Il sourit à son compagnon, soulignant que le combat est devenu beaucoup plus gérable pour lui maintenant. Le prince demande ensuite à Kerak quel est son niveau actuel, et l'ORC se souvient qu'il est d'environ 21. Shutra affiche nonchalamment sa propre fenêtre d'état, un regard confiant sur son visage. Il voit que son propre niveau n'est que de 7, mais déclare hardiment qu'il peut rattraper le général en un rien de temps. Il sait qu'à la différence des autres dans ce monde, il peut facilement vérifier son niveau sans aucun sort spécial. Cela lui donne un énorme avantage car il peut voir ses statistiques détaillées et les renforcer avec des points bonus. Il saute dans les airs, lançant une autre attaque puissante contre le guerrier ORC surpris. Les deux continuent leur combat. Les mouvements du prince devenant de plus en plus raffinés à chaque affrontement. Il réalise qu'avec ses avantages uniques, il peut devenir plus fort et surpasser tous les autres beaucoup plus rapidement. Alors qu'ils se battent, il se souvient de l'intrigue principale du jeu Night Saga, en particulier de l'arc du royaume des démons. L'histoire suit le protagoniste Zephyr alors qu'il vainc ses frères et sœurs rivaux pour devenir le nouveau roi démon. La partie la plus cruciale de cet arc est le jour de l'abattage, qui est obligatoire pour l'histoire. Cet événement est un incident majeur où Zephyr tue tous ses frères et sœurs pour assurer ses propres ambitions. Puisqu'il est l'un des frères et sœurs, il est évidemment sur cette liste de cibles à éliminer. Il vérifie la date actuelle, réalisant qu'il lui reste encore 5 ans avant que l'événement fatidique n'ait lieu. Grâce à ses connaissances, sa priorité absolue devient d'empêcher l'événement et de devenir plus fort que Zephyr. Karak le trouve dans la forêt lui demandant pourquoi il est là et s'il a oublié la réunion du jour. L'ORC semble agacé que le prince n'ait aucun souvenir du rassemblement important. Il exhorte le jeune prince à se dépêcher, expliquant que tout le monde l'attend déjà pour arriver. Shutra rit nerveusement alors qu'il est assis en bout de table face à ses deux frères et sœurs aînés. Il les salue maladroitement et il s'assoit en face de lui, l'un sirotant calmement du thé tandis que l'autre observe. Son frère aîné, Chris Moonlight, lui dit de parler confortablement car ils sont une famille après tout. Sa sœur, Caitlin Moonlight, se présente en notant que c'est la première fois qu'ils se rencontrent face à face. Chris insiste chaleureusement pour qu'il l'appelle simplement grand frère, et Shutra accepte nerveusement. Il se souvient que ces deux-là sont nés de la 4e reine, Hélène, la reine des lycanthropes. Il se souvient également que dans le jeu, Chris et Caitlin meurent un an avant le jour de l'abattage. Leur disparition est aux mains de Zephyr et des autres enfants du roi démon,
un événement tragique de l'histoire. La principale raison de leur chute est le secret entourant la véritable filiation de Caitlyn. Elle n'était en fait pas une enfant du roi démon, mais une fille illégitime issue d'une autre liaison. Caitlyn l'interroge soudainement, lui demandant pourquoi il a combattu les ennemis au lieu de simplement faire de la reconnaissance comme prévu. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se lève et s'approche de lui en lui demandant s'il a été blessé. Elle se penche près de lui pour l'inspecter à la recherche de blessures, prenant complètement le jeune prince au dépourvu. Elle lui rappelle qu'il est le plus faible des frères et sœurs et qu'il doit être plus prudent à l'avenir. Il est décontenancé par leur réelle inquiétude, se demandant si les enfants du roi démon sont réellement si proches. Chris intervient également, l'avertissant que s'il fait à nouveau quelque chose d'imprudent, il en subira les conséquences. Le prince fixe ses frères et sœurs se demandant s'ils pourraient réellement être des personnes au bon cœur. Une lueur déterminée apparaît dans les yeux du prince alors qu'il élabore un nouveau plan pour devenir plus fort. Il se souvient que les lycanthropes sont connus pour avoir de nombreux utilisateurs d'aura et pense qu'il peut la prendre facilement. Il se tourne vers son frère aîné Chris, attirant son attention avant de faire une demande très étrange. Avec un sourire effronté et des yeux brillants, il demande à son frère de le frapper avec son aura puissante. Chris et Caitlyn le regardent avec des expressions de pur choc et d'incrédulité totale. Quelque temps plus tard, de retour au camp principal, la guerre contre la tribu du tonnerre rouge bat son plein. Une bataille féroce se déroule avec des guerriers des deux côtés qui s'affrontent dans une lutte désespérée pour leur survie. Le champ de bataille est un chaos d'explosions et de soldats tombés des deux armées. Un grand guerrier ORC en armure affronte à lui seul plusieurs petits ennemis à la peau rouge. Il détourne facilement leurs attaques, les envoyant voler avec son immense force et son habileté. Un seul coup de poing puissant du guerrier suffit à fracasser le visage d'un ennemi à l'impact. L'ORC rouge hurle de douleur et de choc, complètement dépassé par la puissance brute de son adversaire. Le guerrier porte alors un coup dévastateur au sol, envoyant une onde de choc qui décime ses ennemis. Un général à la peau rouge rugit de fureur, ordonnant à ses hommes de tous les tuer et offrant une récompense. Les orques verts répondent par leurs propres cris de guerre, prêts à affronter la nouvelle attaque ennemie. Shutra se retrouve soudainement de retour dans le mystérieux vide complètement séparé de la bataille en cours. La silhouette de déesse d'avant réapparaît, sa présence rayonnant une immense puissance divine. Il voit alors deux silhouettes sombres se matérialiser derrière lui, leurs identités étant un mystère total pour lui. Il se demande qui sont ces nouveaux personnages car il est certain qu'ils n'ont jamais existé dans le jeu original. La déesse pose sa main sur son épaule. Le prince se réveille soudainement, une lumière vive consumant sa vision pendant un bref instant. Il s'assoit momentanément désorienté par le retour brutal à la conscience depuis l'étrange vide. Il se retrouve dans son lit, le soleil du matin entrant dans sa tente par l'entrée. Il serre sa tête en se demandant si toute cette expérience n'était qu'un étrange rêve dans le jeu. Le visage de Karak apparaît soudainement juste devant lui, surprenant le prince et le faisant crier. Il recule de surprise tandis que l'ORC note calmement qu'il a l'air bien après son épreuve. Le général se demande pourquoi il a supplié Chris de le frapper, soulignant qu'il savait que cela arriverait. Alors que Karak parle, Shutra sent une étrange énergie le traverser, une nouvelle puissance s'éveillant. Une notification du système confirme qu'il a acquis l'aura de niveau 1 et qu'il peut maintenant la sentir en lui. Il explique avec enthousiasme sa théorie selon laquelle être frappé par une aura peut éveiller la sienne, ce qui est à moitié vrai. Karak demande alors si le prince était responsable de la montée de puissance lors de leur dernière bataille. Après une brève pause, Shutra demande ce qui s'est passé pendant qu'il dormait et l'ORC confirme de grandes nouvelles. Il rapporte que le camp principal a également remporté une victoire importante contre la tribu Burak. Le prince est confus car il pensait que seul lui et ses frères et sœurs avaient été envoyés pour soumettre les orques. Karok explique que le camp principal était dirigé par le général Bandel, un ogre qui vaut 100 hommes. Il se souvient que Bandel est un personnage incroyablement fort et qu'il était son préféré à utiliser en tant que Zéphyr. Une soudaine prise de conscience le frappe et il voit une nouvelle opportunité inattendue se présenter. Il se souvient que Vandal ne devient le subordonné de Zéphyr que dans 3 ans. Cela signifie qu'il a une chance de recruter le puissant général à ses côtés avant que son frère ne le fasse. Il sait tout sur Vandal, de ses cadeaux et de sa nourriture préférée aux conditions pour l'influencer. La seule façon d'influencer Vandal est de le vaincre dans une bataille en tête-à-tête, un défi auquel il est maintenant prêt. Avec sa connaissance approfondie du jeu et ses nouvelles capacités, il est confiant de réussir. Il sourit, jurant de faire du puissant général ogre son subordonné avant que Zéphyr n'en ait jamais la chance. De retour à la base de Caitlyn, une nouvelle journée commence et les frères et sœurs sont sur le point de vivre une grande surprise. Chris n'en revient pas que son jeune frère ait réussi à maîtriser le stade de base de l'aura en une seule journée. Shutra explique fièrement qu'il a mis tous ses points de statistiques dans l'aura, donc ce résultat était attendu. Il explique en outre que l'aura améliore la capacité physique globale, ce qui en fait un meilleur investissement à long terme. Son frère aîné est toujours émerveillé, se demandant si cette croissance incroyable est due à son héritage Gandharva. Chris demande alors s'il peut créer une carte du réseau de tunnels qu'ils ont découvert lors de leur précédente mission. Shutra confirme qu'il a une mini-carte et demande du papier et un stylo pour la dessiner pour eux. Chris est stupéfait par les détails, s'exclamant que c'est bien mieux que la carte qu'il a actuellement.
Il appelle avec enthousiasme son jeune frère un génie, passant un bras autour de lui dans une étreinte fière. Caitlin souligne que depuis qu'ils ont anéanti l'escouade ennemie, personne d'autre ne connaît les tunnels. Elle dit ensuite au jeune prince qu'elle a une autre tâche importante à accomplir pour lui. Les frères et sœurs se dirigent vers le vaste paysage montagneux, prêts à commencer leur prochaine opération. Chutra se retrouve dans une autre mission de reconnaissance, acceptant son rôle de plus faible des frères pour le moment. Il note qu'au moins cette fois, ils ont des renforts, grâce au crédit qu'ils ont gagné. Alors qu'ils marchent à travers la forêt, il remarque 2 silhouettes encapuchonnées les observant depuis l'ombre. Il est surpris de voir sa sœur Caitlin parmi eux, son visage partiellement caché par la cape. Il demande pourquoi elle porte soudainement une cape, mais elle le fait rapidement taire, indiquant qu'ils doivent se taire. Elle explique qu'elle se joindra secrètement à eux juste au cas où quelque chose d'inattendu ou de dangereux se produirait. Il est surpris par sa confiance, mais se moque de l'idée d'une réussite, se concentrant sur ses propres objectifs. L'autre silhouette encapuchonnée se présente comme Serra, son nouvel adjudant pour cette importante mission. Caitlin lui dit de se concentrer sur la reconnaissance et de ne pas s'occuper d'eux car ils suivront de leur côté. Le groupe s'aventure de nouveau dans le réseau de tunnels caverneux glacés qu'ils avaient précédemment découverts. Ils constatent que toutes les pièces sont complètement vides, sans aucun signe de vie ou d'objet de valeur. Kerak remarque que les nains ont dû tout emporter avec eux lorsqu'ils ont déménagé il y a longtemps. Le groupe poursuit son exploration, s'aventurant plus profondément dans les cavernes sombres et mystérieuses. Soudain, Kerak s'arrête, sentant que quelque chose approche d'eux depuis l'obscurité devant. Chutra vérifie sa mini-carte et confirme la présence d'un grand groupe d'ennemis à proximité. Il ouvre rapidement son inventaire, un regard confiant et préparé sur son visage déterminé. Il sort un objet magique spécial, une petite potion qu'il a emportée juste au cas où. Il murmure des instructions à Kerak lui disant de demander à tout le monde de fermer les yeux à son signal. Un essaim massif d'yeux rouges brillants apparaît de l'obscurité révélant un nid terrifiant d'araignées. Ce sont des araignées des roches, des monstres qui se déplacent en essaim et possèdent un puissant venin paralysant. Avec les ennemis maintenant en vue, il donne le signal et lance la potion magique éclair vers l'avant. La potion se brise sur le sol libérant un flash aveuglant de lumière dorée intense. Toute la caverne est illuminée par l'explosion soudaine d'énergie magique rayonnante. Les araignées des roches hurlent d'agonie, complètement désorientées et étourdies par l'éclair inattendu. Chutra explique que les créatures sont immobilisées par la lumière et ordonne à ses unités d'attaquer. Les soldats orques chargent, leurs cris de guerre résonnant dans l'immense caverne glacée. Ils se heurtent aux araignées de pierre immobilisées, les abattant avec leurs armes puissantes. Chutra reste en arrière, observant la bataille et laissant ses forces gérer les menaces mineures. Il affiche à nouveau sa mini-carte, les yeux rivés sur le point rouge plus gros au milieu de l'essaim. Il sait que chaque groupe a un chef et celui-ci ne fait pas exception à cette règle universelle. Il appelle Kerak, lui disant de le suivre alors qu'ils partent à la poursuite du boss principal du nid d'araignée. Les deux se séparent du groupe principal, chargeant plus profondément au cœur de la caverne. Ils dépassent la bataille en cours, se concentrant uniquement sur la recherche et l'élimination du chef des araignées. Ils se retrouvent bientôt face à face avec une créature monstrueuse à plusieurs yeux, beaucoup plus grande que les autres. Kerak pousse un cri de guerre féroce et bondit en avant, balançant sa hache de toutes ses forces. Son arme entre en contact avec la carapace résistante de la créature, mais elle rebondit sans danger, créant une étincelle brillante. Le guerrier ORC est stupéfait par l'inefficacité de sa puissante attaque contre le boss. Il se plaint de la carapace incroyablement résistante de la créature que sa hache est incapable de percer. Shuktia se souvient du jeu que la carapace du monstre est en effet incroyablement difficile à briser. Il se souvient que sa seule faiblesse est le feu, mais il n'a aucune magie de feu à sa disposition. L'araignée massive pousse un grognement sourd, ses nombreux yeux fixant les deux petits intrus. Elle se jette en avant, prête à attaquer, ce qui incite Kerak à se préparer à l'assaut imminent. Le prince crie rapidement à son compagnon d'utiliser le feu en lui rappelant la faiblesse de la créature. Kerak, cependant, est complètement perdu, se demandant où il est censé trouver du feu si soudainement. Une nouvelle voix appelle soudain Chutra, lui demandant de dégainer immédiatement son épée. Il regarde avec incrédulité, se demandant si la voix qu'il a entendue canalisait réellement la magie. Sa sœur, Caitlin, apparaît avec une puissante aura magique, demandant si son enchantement suffira. L'araignée massive se jette en avant, ses mandibules acérées prêtes à déchirer le jeune prince. Avec son épée maintenant enchantée avec le feu, il charge avec confiance pour affronter la bête de front. Ses yeux se rétrécissent avec une concentration intense alors qu'il se prépare à libérer toute la puissance de sa nouvelle arme. Il part l'attaque de la créature avec sa lame enchantée, l'impact créant une puissante onde de choc. Il saute ensuite dans les airs, sa cape flottant derrière lui alors qu'il se prépare pour une frappe descendante. Il lance une puissante attaque de lame brûlante, enveloppant les nombreux yeux de l'araignée dans les flammes. L'attaque enflammée se propage sur le sol de la caverne, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Il atterrit avec grâce, un regard confiant et déterminé sur son visage après l'attaque réussie. Il est ensuite inondé de plusieurs notifications de niveau supérieur, une récompense pour avoir vaincu le boss.
Il vérifie son statut et est heureux de voir qu'il a atteint le niveau 9, une étape importante. Sa sœur demande quelle était la lumière et il la rejette comme une bénédiction qui arrive parfois. Il explique que c'est une bénédiction du Gandharva, un mensonge rapide pour dissimuler ses capacités uniques. Elle demande ensuite comment il savait comment gérer les araignées, et il prétend avoir lu à leur sujet dans un livre. Karak demande soudainement son attention en pointant vers une nouvelle découverte plus loin dans la grotte. Il trouve une porte ornée massive intégrée au mur de la caverne, une structure qui semble déplacée. Le groupe traverse prudemment la porte, entrant dans une grande chambre éclairée aux torches et au-delà. Le prince reconnaît la conception de la chambre, une vue familière de son temps passé à jouer au jeu. Il se rend compte qu'ils sont tombés sur un portail de ville, une découverte qui ouvre de nouvelles possibilités. Karak demande s'il sait ce qu'est le portail, mais Shutra prétend qu'il a juste une intuition à ce sujet. Il note que la conception du portail est définitivement naine, un détail qui confirme ses soupçons. Il se souvient de ne jamais en avoir vu en jouant Zephyr, mais il en a vu quelques fois en tant que personnage de héros. Il se souvient que les portails sont activés en les imprégnant d'une quantité suffisante de magie. Il dit à sa sœur qu'il pense que l'appareil est un portail, une déclaration qui la surprend clairement. Sera est d'accord avec l'évaluation du prince et Caitlin demande s'ils savent où cela mène. Karak aperçoit une plaque à proximité avec une étrange écriture dessus qui pourrait détenir la réponse. Le groupe se rassemble autour de la plaque pour examiner l'inscription dans l'espoir de trouver des indices. Caitlin note que l'écriture n'est pas la langue démoniaque courante et semble être une écriture naine. Elle demande ensuite si quelqu'un peut la lire, mais admet qu'elle ne connaît pas elle-même la langue. Elle se tourne vers Sera pour obtenir de l'aide, mais l'adjudante s'excuse également de son incapacité à lire l'écriture. À la surprise générale, Shutra lit nonchalamment l'inscription à haute voix, identifiant l'emplacement du portail. Il continue de lire, expliquant qu'il est connecté à un autre portail dans le même réseau. Il s'arrête soudainement, confus quant à la façon dont il peut soudainement lire et comprendre l'écriture naine. Une notification système apparaît alors confirmant qu'il a acquis le niveau 1 de l'écriture naine. Karak est stupéfait par la nouvelle capacité du prince et Shutra ne peut que confirmer qu'il semble qu'il le puisse. Sera se demande également quand il a appris la langue et Caitlin lui demande de lire le reste. Il explique que l'inscription dit que cela fonctionnera s'il met de la magie dans l'appareil. Il demande ensuite à sa sœur d'infuser le portail avec de la magie, mais elle lui dit de le faire lui-même. Il admet timidement qu'il n'est pas très bon dans ce domaine, un mensonge pour cacher le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie. Caitlin accepte à contre-cœur et infuse le portail avec sa magie, le faisant s'activer. Le portail brille d'une lumière bleue éthérée brillante alors que l'énergie magique le traverse. Une carte holographique de la région environnante se matérialise, montrant la chaîne de montagnes de Jishuka. Shutra souligne leur emplacement actuel et la position du portail connecté sur la carte. Karik souligne que la force principale de la tribu du tonnerre rouge se trouve devant cette chaîne de montagnes. Caitlin décide de s'arrêter pour la journée, devant discuter du nouvel avantage stratégique avec son frère. De retour au camp, Chris est extatique à propos de la découverte du portail, une trouvaille qui change la donne. Il embrasse avec enthousiasme son jeune frère, le traitant de porte-bonheur pour leur force. Il propose de tout faire pour lui en guise de récompense, une promesse que le jeune prince accepte rapidement. Shutra essaie de refuser, mais son frère insiste, voulant le récompenser à la fois en tant que famille et en tant que chef. Après un bref moment d'hésitation, le prince décide de prendre son frère au mot pour cette offre généreuse. Il fait une grande demande, quelque chose auquel il pense depuis un certain temps maintenant pour devenir plus fort. Il demande à son frère aîné de lui enseigner l'art martial légendaire du poing du dieu bête. Chris est stupéfait par le silence en raison de la nature inattendue et sérieuse de la demande de son jeune frère. Shutra explique que puisque son niveau est trop bas pour les armes, il veut apprendre des techniques puissantes. Le poing du dieu bête est un puissant art martial de rang S transmis par la famille royale des lycanthropes. Il sait que c'est une grosse demande et commence à faire marche arrière, pensant que son frère refusera la demande. À sa grande surprise, Chris accepte de lui enseigner, un large sourire se répandant sur le visage du prince. Cependant, il précise qu'il ne peut pas lui enseigner les techniques secrètes de l'art martial. Au lieu du poing du dieu bête, il propose d'enseigner à son jeune frère comment utiliser correctement l'aura. Shutra reste sans voix face à cette offre, un mélange de surprise et d'excitation sur son jeune visage. Voyant son silence, Chris suppose qu'il n'aime pas l'offre, mais le prince le rassure rapidement. Maintenant que l'accord est conclu, Chris prend un air sérieux et s'adresse à son jeune frère. Il lui demande si ça le dérange qu'il le considère comme un autre petit frère, comme Caitlin. Le prince est surpris par cette question sincère, réalisant l'importance des paroles de son frère. Il comprend qu'il s'agit d'une étape importante dans leur relation, un signe d'acceptation véritable. Il réalise vite que c'est une bonne offre et accepte cette nouvelle dynamique familiale. Les deux frères se serrent la main, scellant leur nouvelle alliance d'une poignée de main ferme et déterminée. Caitlin les regarde avec un sourire chaleureux, heureuse de voir ses deux frères enfin liés. Shutra déclare qu'ils feront de leur mieux ensemble, prêts à affronter tous les défis qui les attendent. Une notification du système confirme qu'une alliance normale a été formée avec ses deux frères et sœurs. Le statut de l'alliance est encore à un niveau de base, mais c'est une première étape cruciale pour leur avenir.
Le soleil se couche sur les montagnes, projetant une chaude lueur orange sur tout le paysage. Pendant ce temps, au campement de la tribu des éclairs rouges, un nouveau complot sinistre se trame. Les soldats orques rouges montent la garde, leurs expressions sombres et leurs armes prêtes. Un nouvel ORC à l'air puissant s'adresse à ces hommes, un sourire rusé et cruel sur son visage. Il mentionne leur chère princesse, laissant entendre qu'ils ont un captif caché dans leur camp. Dans une tente sombre éclairée à la bougie, une jeune femme est ligotée par des chaînes magiques, une prisonnière impuissante. Sutra examine ses stats, remarquant que son charisme est à la traîne par rapport à tous ses autres attributs. Il se souvient qu'au début, toutes ses stats augmentaient de 2, mais maintenant, le charisme n'augmente que d'1. Il se demande pourquoi son charisme croît plus lentement, se souvenant d'un détail clé du jeu original. Dans Night Saga, l'apparence et le charisme étaient 2 stats distinctes, chacune ayant une fonction différente. Il rejette cette pensée, estimant que cela a du sens compte tenu de sa croissance rapide dans d'autres domaines. Plus important encore, il est sur le point d'atteindre le niveau 10, une étape cruciale pour tout personnage du jeu. Il se souvient que lorsque les personnages principaux atteignaient le niveau 10, leurs compétences uniques augmentaient également. La voix de Karak interrompt ses pensées, annonçant que tout le monde est prêt à partir pour la mission. Le prince acquiesce, un sourire confiant et enthousiaste sur son visage alors qu'il se prépare pour la bataille à venir. Karak remarque sa bonne humeur, mais Shutra l'écarte simplement, cachant sa véritable excitation. Les deux sortent de la tente, prêts à mener leur force dans la mêlée une fois de plus. Ils se tiennent devant leur armée assemblée. Les soldats orques prêts et attendant leur commandement. Avec un regard déterminé, le prince donne l'ordre et toute l'armée commence à avancer. Ils se dirigent vers l'entrée d'une grotte sombre et inquiétante, le chemin vers leur prochaine bataille majeure. À l'intérieur de la grotte, des soldats lycanthropes sont déjà engagés dans une bataille féroce avec les monstres locaux. Les guerriers ressemblant à des loups se battent avec une férocité incroyable, dégageant un chemin vers la porte ornée à l'intérieur. Le groupe principal arrive à la chambre du portail, prêt à commencer la prochaine phase de son opération. 2 mages lycanthropes à capuchon sont déjà là, inspectant le portail pour s'assurer qu'il est sûr à utiliser. Ils confirment que le portail est relié à l'affluent Eska comme le prince l'avait prédit. Ils assurent également au groupe que le portail fonctionne correctement, un témoignage du savoir-faire des nains. Maintenant que le portail est confirmé comme sûr et opérationnel, Chris donne l'ordre de passer à l'action. Les 2 mages commencent à activer le portail, canalisant leur magie dans l'ancien appareil. Le portail s'active, révélant une passerelle chatoyante vers un autre endroit dans les montagnes. Shutra fixe le portail, un mélange d'admiration et d'excitation sur son jeune visage déterminé. Il se dit que c'est incroyable de voir l'une de ces portes dans la vraie vie, et pas seulement dans un jeu. Sa sœur l'appelle, l'exhortant à se dépêcher de les rejoindre alors qu'il se prépare à franchir le pas. Il sort de ses pensées et se précipite en avant, prêt à suivre ses frères et sœurs vers l'inconnu. Il traverse le portail et arrive dans un nouvel endroit inconnu, un paysage rocheux et désolé. Le prince regarde autour de lui, observant les nouveaux environs avec une expression curieuse et attentive. Ils se tiennent sur une haute falaise surplombant un immense campement ennemi étendu en contrebas. Chris est satisfait de la découverte, confirmant que leurs renseignements sur la base ennemie étaient corrects. Il estime qu'il y a environ 5000 soldats ennemis et que leur première priorité devrait être l'officier de la logistique. Il expose un plan d'attaque en tenaille avec le général Vandal menant un assaut frontal. Cependant, Sera souligne que quelque chose semble étrange dans le campement en contrebas. Elle note qu'il y a beaucoup trop peu de troupes et Chris se demande où le reste a bien pu aller. Un son lointain attire leur attention, signe d'une bataille déjà en cours quelque part à proximité. Le prince se tourne vers le son, confirmant qu'il y a bien un combat qui se déroule là-bas. Chris lui demande de concentrer son aura dans ses yeux pour avoir une meilleure vue du conflit lointain. Il fait ce qu'on lui dit, ses yeux brillant d'une faible lumière blanche alors qu'il améliore sa vision. Il peut maintenant clairement voir la bataille avec la tribu des éclairs rouges qui se bat contre une force inconnue. Il reconnaît un côté comme étant les orques des éclairs rouges, mais l'autre groupe lui est complètement inconnu. Le prince note que l'échelle de la bataille est trop petite pour être l'armée principale du général Vandal. Il reconnaît les mystérieux guerriers comme étant des elfes noirs, une race connue pour ses compétences de combat féroce. Le reste du groupe est surpris par cette révélation, ne s'attendant pas à voir des elfes noirs dans cette région. Shutra explique qu'il peut le dire à leur petite taille et au fait qu'ils montent des dracos. Chris aperçoit les elfes noirs se retirer du champ de bataille, un revirement soudain et inattendu. Il se demande si leur commandant est tombé car il se retire avec une vitesse incroyable. Le groupe est confus, se demandant pourquoi le combat s'est terminé si brusquement et ce que tout cela signifie. Le prince est particulièrement perplexe, se demandant ce que des elfes noirs pourraient bien faire dans cette région. Plus tard, de retour à leur camp principal, les frères et sœurs reçoivent un appel holographique du général Vandal. Le général les félicite pour la découverte du portail, une rumeur dont il avait déjà entendu parler. Il félicite l'armée du prince Chris pour son impressionnante découverte, demandant comment il savait qu'il était là. Chris attribue tout le mérite à son jeune frère, qui prétend humblement qu'il a juste eu de la chance. Le général promet une belle récompense du château du roi démon pour sa précieuse découverte.
Il pose ensuite des questions sur une petite escarmouche qui s'est produite près du camp de la tribu ORC des Éclairs Rouges. Le général explique que ce sont les elfes noirs qui ont semblé se lancer dans le combat de leur propre chef. Chris est confus car il avait entendu dire qu'ils étaient censés être des renforts du château du roi démon. Le général Ogre précise qu'il y a un problème, une complication sérieuse dans leur plan. Il révèle que le commandant de l'unité d'elfes noirs a été capturé par les orques des Éclairs Rouges. Chutra demande qui est le commandant capturé, une information cruciale pour leur prochaine action. Vandal les informe qu'il s'agit de quelqu'un qu'ils connaissent bien, une personne d'une grande importance. Le commandant capturé n'est autre que la 6e princesse, Felicia Doomblade, une autre de leurs sœurs et frères. Chris et Caitlin sont choqués d'apprendre que leur propre sœur a été capturée par l'ennemi. Elle est la fille de la 3e reine et une ancienne princesse elfe noire avec un frère jumeau nommé Sylvan. Chutra se souvient que dans le jeu, les 2 frères et sœurs faisaient partie de la faction de la 4e princesse Anastasia. Il se demande pourquoi Felicia s'est présentée dans cette région, spéculant qu'elle pourrait essayer de s'attribuer tout le mérite. Chris demande si la tribu Red Lightning sait que leur captive est une princesse elfe noire. Le général admet qu'il n'a pas encore pu confirmer cette information auprès de ses sources. Le groupe discute de son plan, décidant de la sauver si possible, mais sans aucune négociation préalable. Chris déclare qu'il n'a pas l'intention de baisser la tête devant l'ennemi pour obtenir sa libération. Le général Ogre accepte de recueillir plus d'informations et de les contacter si de nouveaux éléments se présentent. Une fois l'appel terminé, les 3 frères et sœurs restent silencieux, contemplant leur prochain mouvement. Chris rompt le silence, un sourire ironique aux lèvres en commentant la capture de leur sœur. Caitlin insiste sur le fait qu'ils doivent la sauver si elle est encore en vie, mais son frère prévient que ce ne sera pas facile. Elle est déconcertée par son hésitation, réalisant les dangers potentiels d'une mission de sauvetage. Avec un regard déterminé, elle déclare qu'ils doivent la sauver car elle est leur sœur après tout. Chris hésite, une goutte de sueur coulant le long de sa tempe alors qu'il pèse les risques et les avantages. Il sait qu'elle a raison, mais les aspects pratiques de la situation le rendent prudent quant à leur approche. Les soldats lycanthropes montent la garde à l'extérieur de la tente, leur forme de loup prête au combat. Chris rassemble ses frères et sœurs et ses généraux en exposant un plan simple et direct pour le sauvetage. Pendant que le général Vandal attire la principale force ennemie, ils lanceront une attaque surprise par derrière. Il pénétrera ensuite au centre de la garnison pour semer le chaos pendant que les autres mèneront à bien leur mission. Chutra confirme les objectifs de la mission, brûler le stockage de nourriture, détruire l'armurerie et sauver Felicia. Chris ajoute une condition essentielle, si les choses deviennent trop dangereuses, ils doivent se replier immédiatement. Caitlin s'y oppose, mais son frère la fait taire, lui rappelant qu'il est également chef d'unité. Il fait valoir qu'ils ne peuvent pas laisser les actions égoïstes de Felicia ruiner toute leur opération et risquer davantage de vie. Chutra se rend compte que Chris ne veut pas vraiment sauver leur sœur, une révélation surprenante et froide. Il se demande ce qui a bien pu se passer entre eux pour provoquer une telle rupture dans leur relation. À la tombée de la nuit, les forces du général Vandal commencent leur avance sur le campement ennemi. Le général mène la charge, ses guerriers poussant de féroces cris de bataille alors qu'ils se précipitent en avant. Le général Ogre rugit, ordonnant à ses hommes d'abattre la tribu du Red Lightning de toute leur force. Pendant ce temps, Chris et son unité observent la bataille qui se déroule depuis une haute falaise surplombant le camp. Ils observent les mouvements de l'ennemi en attendant le moment idéal pour lancer leur attaque surprise. De leur point de vue, ils voient les forces de Vandal se heurter à l'ennemi, des explosions illuminant la nuit. L'assaut frontal est un chaos de roches volantes et de combats désespérés au corps à corps. Un puissant guerrier ogre de l'armée de Vandal charge dans la mêlée, prêt à faire des ravages. Il rugit de fureur, ses yeux brillant d'une lumière rouge menaçante alors qu'il ordonne à ses hommes de tous les tuer. Carrick demande s'ils doivent se joindre au combat, mais Chutra lui dit d'attendre le signal. Les 2 armées sont engagées dans un conflit brutal et sanglant où les pertes s'accumulent des 2 côtés. La bataille est un tourbillon chaotique de haches oscillantes et de cris de guerre sauvages désespérés. Un grand guerrier ogre blindé de l'armée de Vandal tient bon face à la horde ennemie. Le général observe attentivement la bataille, son expression sombre et sa concentration inébranlable. Vandal donne le signal et toute son armée commence à se retirer du champ de bataille. Chris regarde le camp ennemi s'embraser, résultat de leur retraite stratégique. Il s'adresse ensuite à ses propres troupes, leur disant que c'est à leur tour d'entrer dans le combat. Les frères et sœurs se tiennent prêts, leur visage déterminé alors qu'ils se préparent à mener leurs forces au combat. Ils dévalent la falaise, leurs soldats les suivant de près avec de féroces cris de bataille. Les orques Red Lightning sont pris complètement au dépourvu par cette attaque de flanc soudaine et inattendue. Les soldats lycanthropes et orques percent les rangs ennemis avec une force sauvage et imparable. Caitlin avertit son jeune frère de faire attention alors qu'il se précipite au cœur de la bataille chaotique. Chutra affiche sa mini-carte et l'utilise pour naviguer avec précision dans le camp ennemi. Il crie à son unité de le suivre vers la gauche, un chemin direct vers le stockage de nourriture de l'ennemi. Carrack rugit de fureur, ordonnant à ses hommes de tuer jusqu'au dernier soldat ennemi. Il affronte un ORC rouge, sa puissante hache dominant facilement l'arme de son adversaire. L'ennemi crie de douleur et de choc alors qu'il est envoyé voler par la force de l'attaque de l'ORC. Carrack poursuit son saccage,
un tourbillon de destruction au milieu des forces ennemies. Il part sans effort une autre attaque, son habileté et sa force étant de loin supérieures à celles de ses adversaires. Une notification système apparaît devant Chutra, annonçant qu'il a appris le lancer de poignard niveau 1. Il sourit, une nouvelle compétence mortelle étant désormais à sa disposition pour l'utiliser contre ses ennemis sans méfiance. Karak est émerveillé par la nouvelle capacité du prince, mais Chutra la rejette, l'exhortant à continuer d'avancer. Ils arrivent au stockage de nourriture et le prince ordonne à ses hommes de l'incendier immédiatement. Il se souvient soudainement de Félicia, un regard d'inquiétude sur son visage alors qu'une sombre pensée lui traverse l'esprit. Il dit à Karak qu'ils doivent d'abord trouver Félicia, mais l'ORC ne sait pas comment ils peuvent la localiser. Le prince affiche à nouveau sa mini-carte, un regard confiant et déterminé sur son jeune visage. Il explique que puisque Félicia est un PNJ neutre, elle devrait être marquée en bleu ou en violet sur la carte. Ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'il aperçoit un seul point violet dans une tente voisine sur la mini-carte. Il dit rapidement à Karik de le suivre et il se précipite vers la tente où sa sœur est détenue. Ils ouvrent la tente d'un coup, leur entrée soudaine prenant l'occupant complètement au dépourvu. Shudra scrute la pièce, certain que c'est le bon endroit, mais Félicia est introuvable. Une voix l'appelle par son nom et il se retourne pour voir sa sœur aînée debout, saine et sauve. Elle est ligotée par des chaînes rouges brillantes, une contrainte magique qui l'empêche de s'échapper par ses propres moyens. La 6e princesse, Félicia Doomblade, lui demande comment il a réussi à la trouver dans le camp ennemi. Elle est clairement surprise de voir son jeune frère, un regard d'incrédulité sur son beau visage. Il lui dit qu'il est trop dangereux de rester et qu'il va la détacher pour qu'il puisse s'échapper rapidement. La princesse reste silencieuse, son expression illisible alors qu'elle prend conscience de ce sauvetage inattendu. Après l'avoir libéré, ils s'échappent de la tente et commencent à retourner vers leur propre force. Félicia est surprise d'apprendre que ses autres frères et sœurs sont également là pour la sauver de l'ennemi. Elle se demande si quelqu'un qui n'était pas censé se présenter est venu à son secours, avec un soupçon de suspicion dans la voix. La voix de Karak retentit soudainement dans les airs, les avertissant que l'ennemi se rapproche rapidement. Chutra saisit rapidement la main de sa sœur, l'exhortant à le suivre en lieu sûr alors qu'ils prennent la fuite. Elle est déconcertée par son utilisation soudaine du terme familier, « ma sœur », signe de l'évolution de leur relation. Il continue de la guider à travers le champ de bataille chaotique, se concentrant uniquement sur sa sécurité. Félicia crie soudainement un avertissement, les yeux écarquillés de terreur en apercevant une nouvelle menace. Un soldat ennemi apparaît derrière Chutra et lui assène un coup puissant, le faisant trébucher vers l'avant. Il halète de douleur, un filet de sang coulant de sa bouche alors que l'attaque le prend au dépourvu. L'ennemi déclenche alors une attaque enflammée, une explosion massive de flammes jaillissant de ses mains. Félicia crie le nom de son frère dans la panique, craignant pour sa sécurité face à l'attaque. Elle se précipite vers l'ennemi, son visage affichant une expression de fureur alors qu'elle se prépare à riposter. Avec un regard déterminé, elle serre les poings, prête à affronter elle-même le soldat au RC rouge. Ses yeux brillent d'une lumière dorée intense alors qu'elle exploite son propre pouvoir latent. Elle libère une puissante décharge d'énergie, projetant le soldat ennemi en arrière. La princesse est surprise par l'émergence soudaine d'une étrange fumée noire provenant de l'ennemi. Une figure mystérieuse sort de la fumée, sa présence dégageant une aura accablante et sombre. Des notifications système apparaissent, annonçant qu'il a acquis le contrôle de la magie et la flèche de feu. Un sourire confiant se répand sur son visage alors qu'il prend conscience de ses nouvelles capacités magiques. Il est ensuite attaqué par une bête de feu massive, un nouvel ennemi puissant émergeant du chaos. Il sourit, un regard d'excitation pure sur son visage alors qu'il se prépare à tester ses nouveaux pouvoirs. Il conjure un arc et une flèche fait de feu pur, prêt à affronter la créature monstrueuse. Il tire plusieurs flèches en succession rapide, chacune trouvant sa cible sur les soldats ennemis. Il rit de joie, émerveillé de pouvoir utiliser la vraie magie dans ce nouveau monde dangereux. Il continue de tirer ses flèches magiques, se délectant de son nouveau pouvoir et de ses nouvelles capacités. Une vague massive d'énergie glaciale jaillit soudainement du côté, une attaque nouvelle et inattendue. Il est surpris par l'apparition soudaine de glace, une magie qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. Un archer ennemi vise, sa flèche glaciale pointée directement sur la princesse vulnérable. Chutra prend conscience du danger et pousse rapidement sa sœur hors de la trajectoire de l'attaque imminente. Il se met sur la trajectoire de la flèche, encaissant le coup pour protéger sa sœur du danger. Félicia est stupéfaite par son acte altruiste, les yeux écarquillés avec un mélange de choc et d'incrédulité. De multiples éclats de glace pleuvent d'en haut, un barrage mortel visant le jeune prince. Il lève les yeux vers l'attaque, un regard déterminé et presque fou sur son jeune visage concentré. Avec un large sourire, il déclare que ce nouveau pouvoir est à lui, prêt à l'absorber. Les éclats de glace s'écrasent sur le sol autour de lui, créant une explosion massive d'énergie gelée. Une silhouette du prince se dresse au milieu de la fumée glacée, un nouveau pouvoir s'éveillant en lui. Une notification système confirme qu'il a acquis la flèche de glace niveau 1, comme il s'y attendait. Il observe avec une expression sombre. L'excitation d'un nouveau pouvoir éclipsé par la douleur de l'attaque. Il est projeté en arrière, la force de la magie de glace étant trop forte pour son petit corps. Un avertissement de santé critique apparaît,
ses PV chutant à un niveau dangereusement bas à cause de l'attaque. Il serre les dents de frustration, réalisant à quel point il a été stupide de subir un coup aussi direct. Il se tourne vers sa sœur, un regard de douleur et d'épuisement sur son visage alors qu'il lutte pour se tenir debout. Elle le gronde pour ses actions imprudentes, lui demandant qui lui a donné la permission de la sauver en premier lieu. Elle l'appelle le plus faible des frères et sœurs, se demandant qui il pense être pour sauver qui que ce soit. Il réalise qu'elle a mal compris ses intentions, un regard de confusion sur son visage. Elle demande ensuite quand il a appris la magie, les yeux fixés sur un nouvel ennemi au loin. Il voit le mage vaincu et réalise que sa sœur s'est occupée de la menace elle-même. Il comprend qu'elle pense qu'il l'a sauvée, une idée fausse qui pourrait jouer en sa faveur. Il est surpris par un éclair soudain de lumière verte, une sensation nouvelle et inconnue. Félicia s'agenouille à côté de lui, ses mains brillant d'une énergie de guérison chaude. Elle place ses mains sur sa poitrine, canalisant sa magie pour soigner ses blessures. Un morceau de tissu sur sa poitrine brille avec l'énergie de guérison, la magie faisant des merveilles. Une notification système apparaît confirmant qu'il a acquis le sort de guérison niveau 1. Elle lui demande s'il se sent mieux et il confirme que sa santé est maintenant au maximum, un terme qu'elle ne comprend pas. Un étrange son d'un autre monde résonne dans le camp, attirant l'attention des deux. Un ogre massif à la peau rouge et aux yeux brillants apparaît, sa présence rayonnant une puissance immense. Chutra le reconnaît comme un ogre de sang, une mutation d'ogre puissante et dangereuse. Ils se tiennent ensemble, prêts à affronter la nouvelle et redoutable menace qui se dresse sur leur chemin. Le prince panique, se demandant comment ils sont censés combattre un monstre aussi puissant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.